Jusqu'à une époque récente, on étudiait les structures ou les objets, de préférence les beaux d'ailleurs, et on n'étudiait pas la Terre. Et maintenant, on étudie la Terre et tout ce qu'elle contient, visible ou invisible. Et donc ces invisibles de l'histoire nous en apprennent plus sur les sociétés que les objets et les structures elles-mêmes. Il est facile de comprendre que la Terre, les sols, ont aussi leur histoire et sont des supports d'information importants pour les archéologues. En effet, les sols conservent à la fois des traces de l'activité humaine, mais peuvent aussi témoigner des évolutions des paysages, de l'environnement, dans lequel ont évolué les sociétés anciennes. En étudiant la structure du sol, ses différentes couches, l'archéologue peut trouver des indices qui lui permettront de comprendre et d'expliquer la nature et la fonction du site sur lequel il travaille. On est dans 3 petits vallons où les sols sont bien préservés sous une couche de dépôts récents et ça a protégé la surface. Et notamment la surface ici d'une maison exceptionnelle pour la Champagne. C'est une maison du néolithique, donc des tout premiers agriculteurs de la région et de l'Europe. En prélevant des sédiments à la surface, donc ici, entre les trous de poteaux, je prélève des échantillons de terre. Ça me permet de préciser ce que l'homme a fait dans cette maison, puisque ça laisse des traces chimiques dans le sol, notamment des phosphates, du fer, des traces de feu. Et donc les analyses peuvent refléter des différences d'une partie de la maison à l'autre qui permettent d'un petit peu faire l'architecture d'intérieur de cette maison. Résultat final, il y a plein de matériel gallo-romain et maintenant c'est connaître l'origine de ces structures. Je t'en fais un là comme ça, Oui. comme ça. Cette évolution de la démarche archéologique vers l'étude des sols et des paysages est aujourd'hui renforcée par des collaborations poussées avec le monde scientifique. Ces nouveaux champs d'études ont parfois des noms très savants, mais leur diversité témoigne de la palette d'outils dont disposent aujourd'hui les archéologues pour avancer, avec les spécialistes de chacune de ces disciplines, dans l'interprétation des indicateurs découverts sur les sites. Pour mieux comprendre l'application de ces sciences de la Terre, partons à la rencontre de quelques-uns de ces spécialistes, sur le terrain ou dans leur laboratoire. Souvent, lors d'une fouille, les archéologues mettent au jour plusieurs couches successives de sédiments. En étudiant les échantillons de ces différentes couches, Julia a pour mission de rechercher des éléments qui permettent d'expliquer la nature de ce site. S'agissait-il d'un lieu de vie, d'un espace dédié à l'élevage des animaux, ou s'agit-il tout simplement d'un remblai ou d'un dépôt résultant d'une érosion du sol ? Les prélèvements de terre réalisés sont séchés puis imprégnés d'une résine qui les transforme en un véritable bloc de pierre. Alors notre objectif, c'est d'obtenir une plaque très très fine de sédiment qui est collée sur une lame de verre et qui est obtenue par amincissement. Cette épaisseur, c'est 25 microns, c'est l'épaisseur à laquelle on peut identifier les minéraux. C'est aussi l'épaisseur à laquelle on peut observer par transparence simplement à l'œil l'organisation des couches qu'on a pu voir sur le terrain. Observation à l'œil, puis au microscope, pour découvrir les particules qui vont caractériser cette couche de sol. Bon, par exemple ici. Alors ça, il s'agit d'un petit fragment de charbon de bois. Cette première observation microscopique de la présence d'un charbon de bois sera évidemment intéressante pour les archéologues, qui pourront d'ailleurs, avec des analyses complémentaires, en déterminer la nature précise ou le dater. D'autres techniques permettent d'analyser la nature et les constituants du sol. Comme ce granulomètre à laser qui permet de déterminer la taille des minéraux qui composent les couches de sédiments. Mais plus étonnant, d'autres spécialités scientifiques peuvent aussi apporter beaucoup d'informations aux archéologues. Celle dédiée à l'étude des mollusques en fait partie. Car ceux-ci, à la différence par exemple des insectes, se conservent très bien dans la plupart des couches sédimentaires. Plus de 350 espèces de mollusques ont été recensées en France. Ils sont parfaitement identifiables même sous la forme de fragments. Et les mollusques sont des indicateurs très précieux pour l'archéologue.
La présence d'une espèce va déterminer un certain type de milieu, forêt, zone humide, plaine, mais d'autres permettent aussi de caractériser une période climatique, par exemple les périodes glaciaires. Tout aussi surprenante, l'étude des pollens piégés dans le sol. Le pollen est constitué de grains microscopiques produits par les étamines des plantes. Et comme la membrane extérieure de ces grains est très résistante, ils se conservent très bien dans les sédiments. Il suffit alors de les trouver, de les identifier pour déterminer le type de végétation correspondant à la couche de sol analysée. Mollusques, pollen, mais aussi graines, parfois très anciennes. Pour que ces graines nous parviennent, ceci ont 2500 ans, il faut en fait qu'elles subissent une transformation, c'est-à-dire que les graines ont été en contact avec le feu ou avec la chaleur. Une fois carbonisées, elles se conservent indéfiniment dans le sol. Ces quelques exemples témoignent de la diversité des sciences et techniques qui sont aujourd'hui à la disposition des archéologues pour faire parler le sol. Demain, ces analyses seront encore plus précises, plus riches. Les sciences et les techniques avancent vite vers l'avenir et l'archéologie sait intelligemment les utiliser pour encore mieux expliquer et comprendre les sociétés et les milieux de vie du passé.